Bonjour! Bienvenue, messieurs, dames, dans une nouvelle vidéo. Je suis heureuse de vous accueillir aujourd'hui. J'espère que vous allez bien, parce que moi, je suis en pleine forme. Et oui, et avant toute chose, avant de commencer cette vidéo et aller au fait, au sujet qui est très important on va traiter aujourd'hui, je voulais juste remercier les personnes qui me suivent. On est de plus en plus. Merci beaucoup aussi pour les commentaires laissés. C'est toujours des commentaires bienveillants avec aussi des critiques constructives. Donc, merci beaucoup à vous tous. Vraiment, ça me fait énormément plaisir. Vraiment. Donc voilà, je voulais commencer par ça avant même de commencer la vidéo. Et maintenant, passons au fait. Et oui, vous avez vu au titre de la vidéo, oui, messieurs, dames, on va s'attaquer à Snoop Dogg. Snoop Lion. Snoop Doggy Dogg. Oui, il a 1000 noms, cet homme. Et on va aujourd'hui parler du premier album studio de Snoop Dogg. Un classique. C'est le meilleur album rap. On peut même pas dire le contraire. On va tout de suite en parler. On va parler de l'historique de Snoop Dogg, de l'historique de Dre, bien évidemment, de la pochette. Il y a pas mal de choses à dire sur cet album. Donc, sans plus attendre, lançons maintenant la vidéo. Avant toute chose, avant de passer à l'album, comment Snoop Dogg a rencontré Dr. Dre? Et oui, on se pose tous la question, comment il en est arrivé là? Alors, je vais faire un bref résumé, ok, de comment ça s'est plus ou moins passé. Je vais vous donner quelques éléments qui vont aussi être importants pour la suite, pour comprendre aussi certaines choses de l'album, ok? Dans la vie de Snoop. Donc, Snoop est de Long Beach, d'accord? Donc, de la West Coast, Long Beach. Il grandit dans les quartiers. C'est un gars qui va beaucoup à l'église quand il est jeune, mais finalement il tombe très vite dans les gangs, etc. D'accord? Snoop, alors, à savoir que dans tout ce qui est West Coast, c'est une culture de gang qui est très ancrée en fait. C'est vraiment quelque chose. Et c'est très important ce que je dis là parce que mes prochaines vidéos qui vont parler de Dr. Dre, etc. C'est très important parce que c'est vraiment une culture là-bas. On dirait pas parce que Long Beach, Los Angeles, on pense aux palmiers, on pense à tous ces trucs-là. Non, non. C'est très beau, hein. C'est magnifique. Par contre, c'est infesté de gangs. Tu peux pas t'habiller d'une certaine couleur, machin, parce que tu peux être pris par un autre. Bref, la guerre des gangs, d'accord? Là-bas, les plus gros, ça, vous avez dû en entendre parler au moins une fois dans votre vie, les Bloods et les Crips, ok? Si vous suivez le hip-hop, vous avez entendu donc Kendrick Lamar, hein, à Compton, etc. Même Tupac, bref. Passons. Donc, Snoop, la culture du gang est aussi ancrée, hein, il fait partie d'un quartier de gang, et lui, il sera affilié au gang des Crips. Les Crips, c'est ceux qui s'habillent en bleu, ok? Les Bloods, c'est ceux qui s'habillent en rouge, qui est entre autres le gang de Suge Knight, qu'on saura par la suite, ok? Donc voilà, pour vous mettre déjà ce premier contexte, ok? Il me semble que Nate Dogg est son cousin. Je vais pas vous dire de conneries parce qu'en fait Snoop il a tellement de cousins qu'on comprend pas trop. Le frère il a des cousins partout quoi, on comprend pas. Bref, il traîne avec Nate Dogg. À cette période-là, il traîne avec Nate Dogg, avec Warren G. Et il me semble que Daz Dillinger est déjà de la partie aussi. Je veux pas dire de bêtises, à vérifier, à prendre avec des pincettes, mais il me semble que Daz Dillinger est déjà de la partie, ok?
Donc voilà, ça c'est le groupe de base, ok, qui se connaissent, etc. Ils font beaucoup de freestyle, ils aiment énormément le rap, ok. Ils sont fans aussi de NWA, de Ice-T et tous ces gens-là, d'accord. Donc voilà, on est à ce moment-là et Warren G, c'est très important ce que je vais dire là, Warren G, pour ceux qui ne savent pas, c'est le demi-frère de Dr. Dre, ok? C'est très important. Parce que c'est lui qui va mettre en connexion tout ça, en fait. Warren G parle de son demi-frère. Alors déjà, Warren G, en plus de rapper, c'est quelqu'un qui est un peu comme Dre, beatmaker, ok? Donc bref. Warren G parle à son demi-frère. À ce moment-là, Dre... on va y revenir un peu plus tard, plus sur le cas de Dre, mais Dre se sépare à ce moment-là de Ruthless, Eazy-E, NWA, tout ça, pour créer son label avec Suge Knight, Defro, d'accord. Donc bref, Warren G parle à son demi-frère et tout, Dre cherche des gens pour signer aussi, entre autres, hein, et prépare aussi son premier album solo, finalement. Et à ce moment-là, Dre aussi est quelqu'un qui organise énormément de fêtes parties, etc. Et là, je ne saurais plus vous dire si c'était pour son anniversaire, etc. Mais bref, il y avait une fête. Et Warren G dit, il faut que je t'amène un gars. Il est trop fort, il faut que tu le rencontres et tout. Il dit pas forcément que pour Snoop, mais il dit, mais j'ai un groupe, ok, qui est formé avec Nate Dogg, d'accord. Dre il dit bon ok vas-y amène tes gars et tout, on verra si voilà freestyler et tout ça quoi. C'est un carton, d'accord. Ils arrivent à la fête, ils rencontrent Snoop et tout. Snoop il rappe, il freestyle et il a un coup de cœur pour Snoop, ok. Il a un gros coup de cœur pour Snoop et il dit mais je veux que toi en fait, je veux faire ton propre album solo. Et Snoop, il est là, il dit ok, mais on pourrait se dire, en fait, à ce moment de l'histoire, on pourrait se dire, putain, ils vont se fighter parce que ils viennent en groupe, mais finalement, ce sera pas en groupe qu'ils vont être signés, quoi. Ce sera en solo. Et finalement pas, en fait. Les gars, ils disent, non mais Snoop, vas-y, quoi. C'est ton moment. Nous, on va arriver après. Dre, il dira... que oui, vos albums vont venir par la suite, de Nate Dogg, de Warren G, etc. Ok. Mais ils disent, moi, je veux produire Snoop. Absolument, il me faut Snoop dans le label. Et voilà. C'est comme ça que la magie opère. Snoop se retrouve à signer chez Dr. Dre. Ok. Je vais vite fait vous parler aussi de comment Dr. Dre arrive avec Suge Knight et ce label qui est Defro. Très rapidement aussi, Dr. Dre, avant même ça, il est dans NWA, chez Ruthless, ok, le label de Eazy-E et Jerry Heller. Donc à ce moment-là, il y a déjà plus Ice Cube qui est dans le groupe. Ice Cube a quitté les NWA. Ice Cube qui était quelqu'un qui écrivait tous les textes, c'était le lyriciste du groupe. Totalement. Il y a eu une brouille très rapidement résumée parce que oui, ils étaient populaires, d'accord, les NWA, ils ont fait même scandale, etc. Mais ils n'avaient pas la money, d'accord. Eazy-E et Jerry Heller ne leur payaient pas ce qu'ils devaient à ces artistes dont le NWA, et Ice Cube n'a pas accepté ceci. Et est parti. Alors oui, il y a eu plein de brouilles entre eux, etc. N'oublions pas qu'on est dans la West Coast et la culture de gong est présente, comme je vous ai dit. Bref, il y a eu des brouilles, etc. Même Ice Cube à l'époque dira, Dre, il faut que tu sortes d'ici. C'est misérable ce que tu gagnes. Tu fais toutes les productions. Alors il n'était pas le seul. Il y avait DJ Yella, il me semble, qui faisait aussi un peu le beatmaking. Bref. Donc voilà, mais la plupart du temps, c'était Dre. Dre composait énormément les sons, quoi.
Donc Dre se réveille beaucoup trop tard en fait par rapport à ça et il sera aidé par Suge Knight. Suge Knight qui à ce moment-là, il fait une reconversion professionnelle. Pour vous la faire très courte, Suge Knight était en fait un joueur de football américain, ok, de base. Il avait du potentiel pour aller plus loin, etc. Sauf qu'un jour, il se blesse au genou et il doit arrêter totalement sa carrière. Et c'est là que les choses commencent et que Suge Knight se met dans la sécurité. Il a une putain de carrure, donc il va faire la sécurité pour des rappeurs, ok. Et il va se mettre aussi dans la culture des gangs. Les Bloods. Les Bloods et plus particulièrement les Mob qui est une sous-division, entre autres, pour la faire courte, du gang des Bloods, d'accord? Donc il fait partie du gang des rouges. C'est pour ça que Suge Knight, dans les photos, la plupart du temps, il est en rouge. Si vous remarquez bien et si vous observez bien, la plupart du temps, il était en rouge. Voilà, pour clamer la culture de son gang, qui est les Bloods. Donc voilà... Suge fait la sécurité pour des rappeurs, alors il arrive à faire la sécurité des NWA, etc. Et Eazy-E, ils le sont pas à ce moment-là, ok. Jerry Heller non plus, ils le sont pas trop, bref. À ce moment-là, il y a un accident qui arrive. Celui de D.O.C., qu'on va retrouver d'ailleurs dans l'album plus tard. D.O.C. a un accident de voiture, et c'est un truc terrible, cette anecdote, à chaque fois je suis choquée, à chaque fois que je revois les gens en parler, etc. D.O.C. n'a aucune autre séquelle physique ou même mentale. Il a perdu ses cordes vocales. D.O.C. faisait partie des NWA, d'accord? D.O.C. faisait partie de Ruthless, c'était un rappeur. Le gars, il a perdu son instrument, tout simplement. Les cordes vocales. Alors là, bon, c'est terrible cette anecdote. À chaque fois que j'y pense, je me dis, putain, terrible quoi, terrible. Bref, donc voilà, dit aussi à cet accident, Suge Knight est prévenu en fait de cet accident, d'accord, et en fait, il n'appelle pas tout le monde. Suge Knight à ce moment-là, il est très proche de Dr. Dre, etc. Donc il veut monter un petit peu la tête à Dre. Bon, il a un petit peu raison dans le sens où il n'est pas bien payé. Et il faisait déjà, en fait, la cour à Dr. Dre en lui disant mais ce serait cool qu'on fasse un label ensemble, qu'on collabore ensemble, etc. Cet accident se produit et il appelle Dre. Et il me semble une deuxième personne, je ne saurais plus vous dire qui. Il appelle Dre, puis il dit, tu vois, il n'y a même pas Eazy-E qui est là, qui est venu le voir à l'hôpital, Jerry Heller et tout. C'est tous des cons. Donc il a monté, en fait, petit à petit, la tête un petit peu à Dre pour qu'il sorte de là. Comment Dre est sorti de là? Alors la légende dit, et ça c'est terrible, la légende dit que Eazy-E s'est fait un peu passer à tabac donc par l'équipe de Suge Knight, hein, le gang de Suge Knight, parce que Dre... n'a pas... voilà, parce que Dre était coincé avec son contrat, en fait. Et Suge a dit, je m'occupe de tout. Donc, Dre, en fait, aurait appelé Eazy-E pour lui donner rendez-vous dans un hôtel, dans une chambre d'hôtel, etc., pour en parler, etc. Et finalement, Dre n'est pas là. C'est Suge qui est là, ok? Avec tout le mode Paou, etc., il le passe à tabac, etc. Ce qui est bête, c'est qu'Eazy dit oui, il est libéré. Mais Suge, il a toujours pas le contrat de Dre. Parce que oui, Eazy-E ne se balade pas avec le contrat de Dre. C'est logique en fait. Donc le contrat est toujours chez Eazy un petit peu. Ok? Bref, donc il est quand même libéré de Ruthless et de NWA. Et c'est là où ils vont créer, du coup, le label Defro, ensemble. Donc voilà où on en est, voilà comment Dre est sorti aussi un peu de cette panade en résumé. C'est vraiment une histoire très très longue, là aussi. La vie de Dr. Dre vaut vraiment la peine d'être racontée, vraiment.
Donc on avance un petit peu et on arrive dans le label, il y a tout le Dog Pound qui est là, plein de rappeurs. Dre a créé quelque chose de très important, qui est que le studio était plein de rappeurs. Plein de gars talentueux de musique, ils s'entouraient toujours de plein de monde talentueux. Celui qui avait le meilleur couplet allait dans la cabine et il rappait, freestylait et tout le monde tournait en fait. Et les meilleurs couplets restaient. Ce qui fait que le premier album de Dr. Dre, c'est limite pas l'album de Dr. Dre, tellement il y a de Snoop Dogg par exemple dedans. Il y a tellement de monde, il y a tellement de featuring, c'est incroyable. Pour la faire très simple, on arrive sur l'album The Chronic, ok, qui arrive en 92. Et c'est là où on connaît tous Snoop en fait. C'est la première fois qu'on entend Snoop. On l'entend aussi dans la bande son d'un film, Deep Cover. Le son s'appelle Deep Cover, ok. Avec un clip où tu les vois les deux et où tu vois un espèce de Snoop nonchalant, une voix pas énervée, genre calme et posée, mais qui dit des trucs durs, ok. Là, on se dit, waouh. En fait, ça change. Snoop, il a révolutionné un truc, c'est que ça change de Ice-T, qui gueule beaucoup, Ice Cube, même NWA, ok. Tous ces gens-là qui font du gangsta rap, c'est des gens qui gueulent beaucoup, beaucoup, beaucoup dans les morceaux. Et là, en fait, Snoop, il a une voix posée. C'est vraiment un truc qu'il a amené de Long Beach, en fait. Donc voilà, Snoop apparaît dans cet album énormément. C'est limite l'album de Snoop, tellement il apparaît, en fait, dans tous les morceaux presque. Et en fait, les gens, ils attendent Snoop. Les gens attendent Snoop. Mais ça, c'est une idée de génie que Dre a eue. Je vais vous présenter, en fait, mon label comme ça, en fait, en mettant mes gars en avant. Et il a mis beaucoup Snoop en avant. On a le Dog Pound qui apparaît aussi, etc. Lady of Rage, déjà, je crois qu'elle est déjà dans cet album-là, de The Chronic. Waouh. Waouh. Je ne sais quoi vous dire que c'est un mood de génie. Et en fait, tu vois que c'est un truc de génie parce que Dre était déjà en train de bosser sur l'album de Snoop, en fait. Il faisait tout en même temps. Snoop sort son album en 93, un an après The Chronic. Bah ouais, la com de fou. Ils étaient déjà en train de bosser sur l'album. Bref, cet album de Snoop Dogg sort. C'était le 23 novembre 1993, un an après The Chronic. Et là, je dois vous parler de la pochette de l'album. Iconique. Tout le monde reconnaît cette pochette d'album. C'est incroyable. Là, on est à ses 31 ans, 32 ans peut-être déjà de Doggy Style. Donc l'album s'appelle Doggy Style. Doggy Style qui, si on est très innocent, on se dit juste qu'on comprend pas forcément l'anglais. On se dit, ah, c'est le style du chien. Nope. Nope. Doggy Style, c'est bien évidemment la position pratique sexuelle, évidemment. Et c'est un peu le fil conducteur, un peu de cet album. Vous allez le constater par la suite. Passons à la pochette. La pochette, c'est l'idée de Dr. Dre, qui est inspirée un petit peu je dirais même qui a été fait en hommage à George Clinton, à une musique qui s'appelle Atomic Dog, dans laquelle cette musique, George Clinton se demande pourquoi la nature des chiens qui représentent les hommes, ok, donc voilà, la représentation des chiens, c'est les hommes, ont cette tendance à toujours pourchasser les chats.
les chats qui sont les femmes, bien évidemment. Donc voilà, et ces paroles-là sont reprises et sont mises dans la pochette de l'album. Il y a les 3 chiens en fait qui sont là en haut, si vous remarquez bien, dans la pochette. Et on voit effectivement ces 3 phrases de ce son en fait. Vraiment, donc c'est clairement un hommage un petit peu à George Clinton. On a aussi le chasseur qui est à côté dans la pochette, qui représente aussi et fait une référence au morceau de Clinton aussi, qui parle d'une danse qui est appelée le The Dog Carter. Ok? Iconique aussi, voilà. La pochette représente aussi Snoop Dogg, bien évidemment, qui est sur la niche, ok? Où la niche dit explicitement, on a une pancarte qui dit « Attention aux chiens ». Snoop, représenté par ce chien qui est habillé en bleu, référence au gong Crip, ok? La niche qui est rouge, d'ailleurs même le mur est rouge, qui est pour représenter aussi les Bloods, parce que oui, on est dans un label où il y a 2 cultures, où on a 2 gangs qui se mélangent et qui d'ailleurs par la suite, on va sentir, je vais vous en parler un petit peu plus tard, on va sentir en fait que ces 2 gangs vont être des fois où c'est un peu chaud en fait dans le label, donc voilà. Mais voilà, la niche rouge, etc. est pour représenter un peu le gang de Suge Knight, les Bloods. Et on a une femelle, enfin, une femelle chien qui s'est coincée dans la niche. Où on se disait attention aux chiens. Et où on voit en fait le chien qui représente Snoop tendre la main comme ça et à vouloir attraper en fait le fessier de cette jeune femelle qui s'est aventurée dans cette niche. Alors que c'est explicite et qu'il fallait faire attention aux chiens. Voilà. Quelle pochette. Quelle pochette. Cette pochette a été réalisée par le cousin de Snoop, ok, qui l'a réalisée entre 2 passages en prison, d'accord. Pochette très bien réalisée et ça montre vraiment la pochette représente vraiment l'album. C'est un truc incroyable. Bon, l'album sort, ok, pochette iconique comme je vous ai dit. Et là, c'est un raz-de-marée. Cet album fait quadruple disque de platine. C'est des millions de ventes. À ce moment-là, il n'y a rien de plus important que Snoop. Il arrive, premier album rap, ok, à être au Billboard 200. C'est incroyable, en fait. On se rend pas compte. Moi, j'ai pas vécu cette période-là, d'accord? Moi, j'ai découvert ça beaucoup plus tard. J'ai été voir des archives, des gens qui en parlent et qui ont vécu cette période-là, des youtubeurs, etc. Et quand tu les entends parler, tu te dis, waouh, ça devait être incroyable, l'impact. Et encore aujourd'hui, on le voit en fait. Cet album a eu un impact de dingue. 30 ans après, on parle encore de cet album. On parle des prods de Dre, on parle du flow de Snoop, des paroles, lyriquement, etc. C'est un bijou cet album. Un bijou. Bref, rentrons dans l'album. Et on commence tout de suite par le premier son. Badum. Badum, qui est pas un son, qui est une interlude, d'accord? C'est l'intro de l'album. Et en fait, on entend Snoop parler à une fille très sexuellement, très sensuellement, d'accord? Donc on sent que c'est chaud entre Snoop et la fille. Ils sont dans un bain,
ok? Donc il parle et tout, il dit on est de la gangsta shit et tout, mais très suave, très sensuel, ok? Et tout d'un coup on entend quelqu'un sonner. Warren G vient faire une petite visite à Snoop, quoi. Il vient rendre visite à Snoop. Et là, on entend une petite musique de fond, ok, des gens qui appellent Snoop. Hey Snoop, hey Snoop, hey Snoop. Bref, voilà. Donc ça, c'est l'intro. Et on se lance tout de suite à l'intro. G-Funk Intro. Ça s'appelle littéralement comme ça. G-Funk Intro. La première personne qui rappe, c'est pas Snoop. Lady of Rage. Mais quel couplet de malade! Elle rentre dans le sang dans l'intro. Waouh! Incroyable! La première fois que j'écoute ce son, je me dis waouh! Mais elle est trop forte, la dame! Elle a un flow incroyable! En fait, on se rend compte que l'intro, Snoop, il apparaît juste un petit peu comme ça. Il apparaît un peu à la fin. Et on voit, en fait, et on sent que Dre... c'était dans le même mood. Celui qui est là et qui a un meilleur couplet, on le met dans le morceau. Ce côté communauté de gens qui aiment la musique, qui sont là pour rapper, pour travailler de la musique. Et c'est ce qui s'est passé. Et je pense très personnellement que ça a dû être un putain de freestyle, ce truc. Et ça a donné ce morceau. La prod derrière. Dre, il apparaît aussi en disant 2-3 petites phrases comme ça. Snoop, il arrive à la fin. Non. Trop fort. Quelle intro. Ça nous met tout de suite dans l'ambiance de la gangsta shit, man. On enchaîne avec le deuxième son. Gin and Juice. Du gin et du jus. Pour la faire courte, Gin and Juice, c'est le deuxième single de cet album. Il y a un clip. Ce clip est incroyable. On voit en fait au début du clip, et ça c'est important, il y a à un moment donné un petit qui saute dans le lit. C'est Bow Wow. Bow Wow, pour ceux qui ne savent pas, et il y en a beaucoup qui ont dit que Bow Wow était un menteur à une certaine période. Bow Wow a été signé chez Defro. Il avait 7 ans. Ok? Le label était infesté de gangs. Ça parlait de la gangsta shit. Et ils avaient un gamin de 7 ans. Bow Wow était là. Alors, Snoop a vu Bow Wow, etc. Bow Wow n'était pas signé directement chez Defro. En fait, à un moment donné, Snoop allait ouvrir son sous-label, en fait, si vous voulez, qui s'appelait Doggy Style. Bow Wow était signé dans ce label-là. Avant que tout plein d'autres histoires arrivent, Bow Wow a rien eu le temps, en fait, de sortir dans ce label-là, parce que Snoop allait quitter Defro, c'était une période compliquée, Tupac venait de mourir, etc. Et Snoop a dit non mais Bow Wow, il est jeune, il faut qu'il parte dans un endroit où voilà, il faut qu'il signe dans un autre label ou qu'il puisse sortir quelque chose, mais pas au milieu de tous ces gangs. Bref. Donc le gamin qui saute sur ce clip là dans le lit, c'est Bow Wow, ok? 7 ans. Donc incroyable ce son, ça montre littéralement le lifestyle de Snoop. Où il fume, où il boit, c'est la drogue, et il pense à faire de l'argent. Voilà. Un vrai hustler. On peut se le dire, c'est un vrai hustler, ok? Incroyable ce son. Ce son d'ailleurs, je crois que c'est le refrain, si je dis pas de bêtises. Le refrain n'est pas écrit par Snoop, ok? C'est un gars de Long Beach qui n'a pas réellement percé. Je ne saurais même plus vous dire le nom de ce monsieur. Mais il n'a pas réellement percé, mais c'est lui qui a écrit le refrain de Snoop, ok? Et là, encore une fois, on voit... En fait, la nonchalance... Moi, je suis choquée tout le long de l'album quand je découvre Snoop. Déjà, je découvre Snoop très tard, moi, hein, parce que moi, je suis née en 96. Donc, moi, l'album, je le connais pas et tout. Moi, je connais en premier Eminem. Et je connais les singles à ce moment-là de Snoop aussi, qui apparaît avec Pharrell Williams, etc.
Donc on est loin de 1993, hein. Je vous le dis, hein. On est loin de ce côté hustler et tout. Et moi, quand je découvre et que je vais revoir la carrière de Snoop, je me dis, waouh. Mais quand en fait on découvre le côté West Coast, qu'on découvre le gangsta rap et tout ça, ouais, le gars il a ramené un truc de nouveau, il a révolutionné quelque chose. Ce côté nonchalant, et dans Gin and Juice, mais il est là et puis il rappe le flow. La production de Dre, incroyable messieurs dames, incroyable. Là on passe au morceau Dash Is Neat. Quand j'ai vu cette anecdote, j'ai dit non, c'est pas possible. Et j'ai été vérifiée, c'est vrai. Dash Is Neat, voilà comment ça a été conçu. Dash Is Neat, en fait, c'est un freestyle total de Snoop. Total freestyle de Snoop. Dre, un jour, il est en train de travailler sur un beat et tout, dans une prod. Puis il dit, bah tiens, Snoop, rentre dans la cabine et freestyle. Mais genre, vas-y, donne tout ce que t'as. Snoop, il y va, il freestyle, ok. Puis Dre, il dit, ok, t'as fini. Vas-y, toi et ta bande là, sortez un coup, revenez dans 2-3 heures. Dre, il a bossé sur la prod. Il a rajouté une voix féminine. Ok. Il a... Non mais je trouve ça incroyable. Il a refait la prod, il a jeté certaines choses du freestyle de Snoop. Et ça donne Dash Is Neat. Incroyable. Dans Dash Is Neat, ce qui est aussi incroyable, et ça c'est important, il y a une mini intro, ok, dans le début. Le morceau commence par, en fait, on est dans une radio, et il y a un gars qui s'appelle, un animateur radio qui s'appelle DJ Easy Dick. Bon, pour ceux qui connaissent l'anglais, je pense que vous avez compris. DJ Easy Dick, c'est un clash littéral, c'est une pique à Eazy-E. Parce que, oui, Dr. Dre est en bif à ce moment-là avec Eazy-E, d'accord, et le label de Ruthless, d'accord. L'album The Chronic, c'est bourré de morceaux contre Eazy-E. Je crois qu'on se rend même pas compte. Même Snoop Dogg, dans l'intro de The Chronic, il imite Eazy-E. Il a rien contre Eazy-E. Mais voilà, ça donne ça. Et là, c'est clairement une pique à Eazy-E en disant DJ Easy Dick. Bref, moi, quand je sais cette anecdote de Easy Dick, d'accord, quand je vais m'informer, tout ça, je me dis c'est trop drôle en fait, c'est trop bien fait, c'est trop fort. Et quand je sais aussi le côté freestyle, et le travail de derrière de Dre, les gars, il a rajouté des voix féminines, il a rajouté ce refrain, il a réussi en fait à sublimer le freestyle de Snoop, alors que on se dit mais non, c'est pas un freestyle, il a écrit. Non, il l'a pas écrit, les gars. Et Snoop, du coup, il a dû apprendre son son freestylé, inventé sur le moment, comme ça. Parce que oui, il l'interprète encore sur scène. Les gens demandent, ça a cartonné ce morceau. La prod est incroyable. Dre, il a fait un travail de maître sur ce morceau. Snoop est incroyable. Il a des couplets fabuleux, freestylés. C'est incroyable. Je rappelle, Snoop, on banalise trop souvent ça. Snoop, c'est un personnage, ok, oui, il a fait plein de trucs dans sa vie. Il a rappé, il a fait une musique avec Katy Perry, avec David Carrera, si vous voulez. Bref. Mais même avec Jamel Debbouze. Bah ouais, on n'oublie pas Astérix et Obélix. Eh ben non. Snoop, c'est un génie du rap. N'oubliez pas ça. Il est trop fort. On oublie trop ce côté de Snoop. À ce moment-là, Snoop, et même plus tard, c'est un putain de rappeur. C'est un gars qui pèse, ok?
Et il le reprouve avec ta shiznit, quoi. Ça, un morceau freestylé. Mais quelle dinguerie. Passons à un son planant. Fumette, joint, flot tranquille, avec un petit semblant de que Dre rajoute, incroyable. Ladi Dodi. Ladi Dodi. Quel son! Ah oui, ça te met dans une ambiance où t'es là, où tu es chill, ok? C'est un son planant. On a l'apparition de Nancy Fletcher dans le morceau, ok? Très important. D'ailleurs, malheureusement, sa carrière ne va jamais réellement décoller. Elle était signée justement de le label d'Efro, mais ça n'a jamais bien fonctionné malheureusement. Et c'est un son qui est une reprise de Slick Rick, qui est un rappeur new-yorkais, d'accord? Et Snoop et même beaucoup de rappeurs seront beaucoup influencés par Slick Rick, ok? Une grande légende de New York. Grande légende de New York. Donc voilà pour le Didodi. Là, on va passer à un morceau, les gars, où je vais vous mettre dans un contexte. D'ailleurs, Snoop est trop fort. D'ailleurs, je ne l'ai pas forcément notifié, mais Snoop est trop fort dans les storytelling. À chaque morceau, il y a une histoire, un storytelling de hustler, hein, de gang, etc. Mais il nous met toujours dans une certaine ambiance. Et là, il nous fait un storytelling qui est osé, d'accord? Le son s'appelle Murder Was the Case. Ok. C'est aussi un single, d'accord, de l'album. Ce sera un single qui est clippé. Enfin, qui est même pas que clippé. Il va en faire, en fait, un court-métrage. En fait, il va simuler sa propre mort dans ce court-métrage, etc. Et en fait, je vous mets aussi dans un contexte où, à cette période-là, Snoop, et en fait, sa carrière aurait pu s'arrêter là, hein. Vraiment, je vous le dis. Snoop est accusé d'avoir tué, assassiné, en fait. Voilà, c'est un truc de gang, etc. En gros, Snoop à ce moment-là est très connu, donc il est quand même dans les gangs, etc. Et les gens sont jaloux, ok, de Snoop parce que lui, il a réussi, il a de la thune, tu vois. Et apparemment, ce serait un gars qui serait venu se mettre avec Snoop. C'est parti un petit peu en brouille. Et ce monsieur est mort. On dit que ce serait Snoop qui aurait tiré sur ce gars. Snoop plaide le fait que ce soit de légitime défense, ok? Sauf que ce gars a été tiré par derrière. Bon. Il sera acquitté par la suite, ok? Mais si je vous raconte, résumant cette mini-histoire, c'est qu'il est en plein dans ce procès, en fait. C'est Suge qui paye les meilleurs avocats, d'accord, et tout, pour pouvoir sortir de Snoop de ça. Et en fait, Murder Was the Case, ça fait référence à ça. C'est incroyable. Enfin, moi, je suis morte de rire. Je me dis, ok, d'accord. C'est un storytelling de dingue. C'est... En gros, on entend au début du morceau que les gens sont dans une voiture, ils voient Snoop et il y a une fusillade qui se passe, donc ça tire de partout, d'accord? Et il scénarise effectivement sa propre mort, etc. Donc bref, enfin, moi ça me tue. Et à savoir qu'il est apparu, il a été nominé aux MTV Awards, etc. Et il va interpréter ce morceau sur scène et ce gars il va apparaître. Et il va rapper en chaise roulante. Mais s'il vous plaît, même là, c'était incroyable, le live, incroyable. Quel morceau de dingue. Ça a tourné de malade. Là, aujourd'hui, on pourrait se dire, putain, on a trop écouté Murder Was the Case ou même What's My Name, qu'on va en parler plus tard. N'oubliez pas quand vous l'avez écouté la première fois, les gars. C'est comme Next Episode ou Still Dre.
N'oubliez pas quand vous l'avez écouté la première fois. Vous avez tous pété un câble dessus. C'était incroyable. Et Murder Was the Case, mais quel morceau! Quel couplet! Quel storytelling! Incroyable. Là, on passe à un morceau qui est incroyable aussi. Enfin, moi, j'adore ce morceau. Serial Killer. Alors, Serial Killer, c'est dans la peau, ils sont dans la peau de Serial Killer, hein, tout simplement, ça veut tout dire. Le refrain, donc, Suicide is a suicide. Le gars qui fait ça, en fait, Serial Killer, c'est dit aussi, en fait. Le gars que je vous ai parlé plus tôt, dans la vidéo. Quand je vous disais qu'il avait perdu ses cordes vocales, dit aussi a continué à suivre Dre en fait par la suite. Ils sont potes et tout. Et Dre l'a quand même signé. Malgré tout, il a l'amour du hip-hop, ce gars, dit aussi. Et du coup, Dre, il a dit, mais putain, ta voix, même ta voix de maintenant, donnerait trop bien sur le son. Et du coup, il a fait ça. À savoir que cette voix-là, c'est sa vraie voix. À cette période-là. Il a vraiment une voix comme ça, il parle vraiment comme ça. Pour que vous voyez l'étendue de l'accident et de se dire le mec il a rien eu physiquement, mentalement, corde vocale. Encore une fois choqué. Mais c'est vrai que ça a donné un truc au morceau, une autre ampleur. Serial Killer, Suicide is a suicide, et il est là comme ça, waouh. Ça a rajouté un truc au morceau. Très très bonne idée. On a Daz et Corrupt qui rentrent dans le morceau, ok, directement. Quel couplet des deux, incroyable. Snoop arrive par la suite dans le morceau et RBX qui vient aussi dans le morceau, qui le termine. Et vraiment, c'est des couplets aussi incroyables, des flows encore une fois incroyables. La prod, mais Dre est trop fort. Dre est trop fort. C'est une prod pour partir en guerre. Non. Moi, j'ai écouté ça, j'étais là, non. Mais t'as envie de péter du monde. Tu pars en guerre. Serial Killer. Non. Tous les éléments sont réunis sur ce son. D'ailleurs, la musique commence par une intro, en fait, qui se fait beaucoup dans le reggae. Reggae dancehall, ok. Donc aussi incroyable, c'est Dr. Dre qui a été pioché là-dedans et qu'il a mis au début du morceau, donc ça donne tout, enfin c'est l'enchaînement de l'album comme ça, incroyable. Là pour l'instant les gars, tout incroyable. C'est un sans faute. Cet album, je ne le skippe pas. Je ne le skippe pas. Il y a tout qui est incroyable. Autant les interludes, les intros, les sons, le storytelling, non. Trop. C'est un perfect, là. Jusqu'à maintenant, un perfect. Là, on arrive au fameux What's My Name, qui est le premier single de cet album. Avec un clip. Et il faut qu'on en parle de ce clip. Il faut qu'on en parle de ce clip. Alors déjà, c'est un raz-de-marée. Ce son... Ce qui est incroyable, c'est que The Chronic a cartonné, ok, c'est aussi un bijou, c'est un classique, d'accord? Mais il n'a pas fait le crossover comme Snoop a fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de single qui aurait pu passer à la radio en France, en Suisse, en Allemagne, etc. Snoop Dogg, il arrivait avec What's My Name. Le refrain, c'est son nom. Snoop Doggy Dogg. C'est son nom, le refrain. Et on est tous là en train de chanter ça. C'est le premier son qui passe sur M6, les gars. M6,
À l'époque, il passait de la musique sur MTV, etc. Dans les radios. En France, ça passait. Snoop était connu mondialement grâce à What's My Name. Encore plus avec tout l'album, mais What's My Name, c'est ce qui a fait le crossover pour qu'il puisse passer dans les radios. Vous vous rendez compte? Et il parle de gong dedans. Le clip. Parlons du clip. Le clip, ils sont en train de faire la fête. Ils sont dans un barbecue, les gars. Avec le pistolet derrière, évidemment. Le flingue. Bah oui, parce que Snoop et Dre ramènent quelque chose qu'il n'y avait pas avant dans le gangsta rap. Les gangsters font aussi la fête. Ils sont tous là en train de danser, tu vois. Autour du barbecue. Et ça, il n'y avait pas avant. C'était des trucs plus durs, tu vois. Ice Cube, c'est clips, c'est des trucs durs. On n'est pas là en train de faire la fête. Ça vient plus tard. C'est Snoop et Dre qui ramènent ça, ok? Donc voilà. Ce clip, il fait très joyeux, ça tourne partout. Mais le contexte de ce clip, comment a été fait ce clip? Bah les gars, vous les voyez faire la fête. Mais ça n'a pas été du tout la fête. Parce que oui, ils ont été tournés ça, mais il y a eu, bah voilà, les gangs, tout ça, bah il y a eu une fusillade. Il y a eu une fusillade, ils ont dû pousser Snoop, évacuer Snoop dans un van pour pas qu'il se fasse tirer dessus et tout ça, machin. C'était très compliqué. Il y a eu des blessés, il me semble, et tout ça. Bref, ça a très mal fini, cette fusillade. Donc c'était pas une partie de plaisir de filmer ce clip. Très compliqué. Donc ils l'ont très bien monté parce que du coup on voit pas tout ce côté-là. Donc c'est incroyable. Donc voilà le contexte de ce clip, le contexte de ce single qui a tourné partout. C'est un perfect. Ce son, la première fois qu'on l'écoute, je me dis waouh, mais quelle prod! Et Dre qui apparaît un petit peu dans le son. Les chœurs avec les meufs qui sont là. Ta 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 la. Quel son? Là, on arrive au morceau For all my niggas and bitches. Pour mes niggas et mes bitches. Voilà, en gros. Quel son? Mais quel son? Moi, je suis désolée, mais moi, à chaque fois, je vais être comme ça, en fait. Pour moi, tout est incroyable dans cet album. Alors, ce son, on entend très peu Snoop. Enfin, on entend rapper tout ça. Mais en fait, il est là et il arrive et il fait ce refrain un peu avec Lady of Rage, d'accord? Incroyable, incroyable. Mais quelle aisance! Quelle aisance il a, Snoop, quand il rappe, quand il... Freestyle! C'est facile pour lui, tout ça. C'est facile. Alors que c'est hyper technique. C'est trop facile pour lui. C'est smooth, ça passe, c'est crème. C'est crème. Il y a Daz et Corrupt qui rentrent dans le morceau. Lady of Rage. Des couplets incroyables aussi. Moi, Lady of Rage, je suis fan. Moi, à ce moment, je la découvre. Déjà au début de l'album et tout, je dis, mais qui est cette femme? Lady of Rage, incroyable. Bref, donc voilà, quel morceau? Ce morceau, on dirait qu'on est limite possédé, quoi. Le son, la prod derrière aussi. Tu sens que là, on est vénère. La gangsta shit, quoi. Alors là, on passe à un son, les gars. Moi, quand j'écoute ce son, je me dis, waouh, ce son doit être un single. On parle de Ain't Not Fun. Moi, je voulais qu'il soit en single. D'accord? Moi, quand j'écoute ça, je me dis, pourquoi il n'est jamais sorti en single? Après, Google, tout ça, tu connais traduction. Déjà, quand j'ai entendu Pussy et Balls dans le couplet de Nate Dogg, je me suis dit, ça parle de sexe. Voilà, de choses très sensuelles.
Tu ne peux pas sortir ce son. Oh les gars, c'est si misogyne, mon Dieu. Alors, franchement, les féministes, vous allez pas aimer ce son. C'est misogyne de fou. En fait, ça parle de vouloir faire des pirouettes à plusieurs. Parce que c'est beaucoup plus fun à plusieurs. Et le son, c'est ça tout le long, en fait. Tirer les cheveux à une meuf. En fait, ça parle que de trucs hyper sexuels, mais hyper explicites, en fait. En fait, il serait censuré du début à la fin, ce son. Mais dans une prod, les gars, tu danses, en fait. Même si t'es une meuf. T'aimes trop le son, en fait. La prod derrière, tu peux pas. C'est comme ça. Le couplet de Ned Dogg, chanté, tu penses qu'il est super cool, son couplet. Pas du tout. Koneni, les gars, Koneni. C'est le plus dur de tous les couplets. Il est sale de ouf. J'ai trouvé ça incroyable, en fait. J'ai trouvé ça incroyable. Bref, quoi vous dire de plus de ce son que... Bah, il pouvait pas être en single, quoi. Il pouvait pas être en single. Et j'ai su une anecdote qui est très intéressante aussi sur ce son. Vous savez, bah, on clame le gong, etc. Et Warren G, qui est sur ce son, d'accord, qui apparaît, qui apparaît à la fin, après Snoop Dogg, après le couplet de Snoop, on entend en fait Warren G dire... Je suis dans une voiture, je suis en train de conduire une voiture Impala rouge. À savoir qu'en fait, de base, il disait pas une Impala rouge, mais une Impala bleue. Pour désigner son gang, les Crips. Ok? Même gang que Snoop. D'accord? Sauf qu'un jour, Suge Knight, il arrive, il entend ça, il dit hey, j'en ai marre, vous êtes tous là en train de clamer votre gong, les creeps. Et il a obligé Warren G à changer son couplet et à dire une Impala rouge. On sait qu'à ce moment-là, les tensions sont compliquées entre Warren G et Suge. C'est même à ce moment-là que Warren G dit maintenant c'est stop, au final je vais partir, et il signera chez Def Jam, ok, donc voilà, bref, donc c'est pour ça que je vous disais que la tension entre les deux gangs dans le même label commençait un petit peu à se ressentir, parce que Suge prenait un petit peu son aise à ce moment-là, malheureusement. Et il prenait le dessus sur Dre. Dre qui était là pour la musique, d'accord? Et Suge qui était plus trop dans la musique, et là pour faire business, mais surtout il régnait sur la terreur, d'accord? Donc voilà, pour la petite histoire, la petite anecdote. Donc voilà, c'est devenu une Impala rouge et non pas une Impala bleue, pour clamer le gang des Bloods, voilà, pour représenter le gang des Suge Knight, par force, évidemment. Là, on va passer à un son qui s'appelle Doggy Dogg World. Déjà, l'intro, qui est incroyable, avec un gars où, en fait, il y a un clip de ce morceau, d'accord? Où il y a le gars qui est là, qui sont tous habillés à l'ancienne, Snoop est mis à l'ancienne, même Dre est habillé à l'ancienne, il y a plein de gars connus en fait, et de meufs connues dans ce clip. Et c'est incroyable, ils arrivent dans une limousine, Snoop il est là, il check le gars et tout, bref, quel clip. Et ils ont fait une folie, quoi. Ils ont invité The Dramatics, groupe légendaire, qu'ils écoutaient de la soul, qu'ils écoutaient des parents, etc. Et c'est eux qui font le refrain. Quel refrain, bravo! The Dramatics, bravo!
Et on a aussi dans le clip quelque chose d'incroyable. Moi, j'ai trouvé ça incroyable. Où, bah voilà, Snoop, il est sur scène et il est en train de chanter avec les Z Dramatics, etc. sur scène et tout. Il y a Corrupt qui est là aussi, ok, pour faire son couplet. Et on voit tout le monde dans la foule en train de danser la même danse. Et ils sont là comme ça. Tin, 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 tin. Oh là là, mais moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais je suis avec vous, les gars, je danse comme vous, ta 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 ta. Quels sons se permettent d'avoir des The Dramatics aussi dans leur son. Waouh. Et quel plaisir. Et donc on a un refrain incroyable de The Dramatics et on a 2 couplets magnifiques. Snoop qui rentre, quel couplet. Mais Corrupt, quand il rentre aussi dans le morceau, quel flow de Corrupt. Les gars, quel flow de Corrupt. Bravo. Voilà, ce son pour moi, c'est un peu de la funk un peu lente. Disons ça comme ça. De la funk un petit peu lente, très calme. Il y a un bruit assez strident que Dre a rajouté dans la prod, que je trouve ça incroyable. J'avais mis une fois ce morceau dans ma voiture et on m'a dit mais c'est quoi ce son bizarre. Ça fait vraiment ce bruit strident qui peut résonner en fait dans l'oreille qui est... Ça fait un peu ce style là et c'est vrai que même moi la première fois je fais oh, c'est quoi ça, ça rend trop bien en fait. Moi je trouve que ça rend trop bien dans le son, dans la prod et tout ça, donc voilà. On passe au son d'après qui est Jay-Z and the Slates. Alors, le son commence avec une intro, on est dans une école. Et on a un professeur qui parle et qui demande un peu une question classique. Qu'est-ce que vous voulez devenir quand vous serez grand? Donc il demande, les élèves y répondent, ok. Mais à un moment donné, le professeur, puis il répond des trucs banals. Hein, je veux devenir pompier, je sais plus quoi, bref, des métiers banals, basiques. Et à un moment, le prof, il dit hey, toi, celui du fond. Donc déjà, quand il dit ça, tu dis ah ouais, ok, le gamin, c'est un gangster déjà. Il est au fond de la classe, quoi. Et il lui demande, puis toi, tu veux devenir quoi? Et le petit répond, je veux devenir un hustler, un trafiquant. Ok? Tu peux demander à tout le monde, je veux devenir un trafiquant. Ce petit qui est là, qui parle dans l'intro, c'est Bow Wow! Du haut de ses 7 ans! C'est Bow Wow! Snoop l'incluait déjà dans l'album! En plus du clip, ok? Eh ben, elle apparaît dans l'album de Snoop! Encore une fois, en faisant une intro! Ça aussi, c'est... Bah voilà, ça parle tout simplement, évidemment, de Hustler. Tout simplement, flow incroyable aussi de nouveau, prod incroyable. Voilà, rien de plus à ajouter sur ce son. Là, on va parler de quelque chose où bah, j'ai su, en fait, il y a peu de temps, je n'étais pas plus au courant que ça. Parce que, bah voilà, moi, j'ai découvert cet album très tard, hein, le tour d'internet et tout, machin. Et puis même, bah, comme je vous ai dit, j'ai découvert en premier Eminem, et ensuite j'ai remonté à Dr. Dre, Snoop Dogg et tout ça. Et j'ai su bien tard, en fait. Et vous pouvez pas avoir ce son. En fait, il y a un son qui a été retiré de cet album. On ne sait pas le pourquoi. Alors, il y a... Franchement, j'ai... Ah ouais. Franchement, j'ai eu aucun... J'ai essayé de trouver, mais en fait, on sait pas pourquoi ils ont retiré ce son. Voilà, je sais pas. Est-ce que c'est le sample qui posait problème? J'en sais rien du tout. Mais ils ont retiré ce son de cet album-là. Et j'ai su cette anecdote. Voilà. C'est un son que vous pouvez retrouver en fait sur YouTube directement. Moi, j'ai été l'écouter du coup. J'ai été me renseigner un petit peu. J'ai été voir un petit peu l'histoire de ce son un petit peu. Et j'ai trouvé ça incroyable. Alors déjà, il y avait une interlude avant. Où en fait on est avec un mec qui est dans une voiture avec une meuf, d'accord, et puis cette meuf elle voit Snoop par la fenêtre, ok, puis elle dit au gars j'ai trop envie
j'ai trop envie d'aller voir Snoop et tout, machin, regarde c'est Snoop et tout. Et le gars, en fait, il est jaloux, tu vois, donc il la met en dehors de la voiture. Et il met meuf, tu sais qui je suis? Je suis Sam Snead, man. Et tu devrais me connaître. D'accord? En fait, ils ont fait un truc qui est génial. Je savais pas cette anecdote-là. Du coup, quand j'ai été chercher, j'ai su. En fait, ils ont fait un truc, c'est qu'ils ont annoncé un son d'un autre gars. Sam Snead, c'est un rappeur, en fait, qui va sortir, en fait, ce son qui s'appelle comme ça. En fait, tu devrais me reconnaître, quelque chose comme ça. Je sais plus maintenant le nom exact en anglais. Il va en fait ressortir un son comme ça, du même nom. Donc en fait, ils ont teasé un son d'un gars. Voilà, tout simplement. Incroyable en fait, incroyable. Très beau mood pour le coup. Bravo. Donc ce gars, il est signé chez Defro. Hein, donc ce son sortira beaucoup plus tard. Donc il y a cet interlude-là. Et ensuite, il y a ce fameux son qui est G's Up, Us Down. Où bah voilà, c'est le même procédé que Dash Is It. Dre, à un moment donné au studio, il lui dit va en cabine freestyle, il prend et il fait le son. Le son est tout aussi incroyable. Je sais pas pourquoi on l'a enlevé, encore une fois. Le son était incroyable, moi je trouvais qu'il tombait super bien. Quand j'ai su à quelle position il devait être, j'ai été voir, j'ai dit mais en fait il aurait pu sortir tellement bien dans le truc et tout. Ils l'ont retiré. Dans les premiers albums, les tout premiers, il y est ce son. Par la suite, ils l'ont enlevé, on ne sait pas pourquoi, même en streaming, on ne peut pas le trouver. C'est que vraiment sur YouTube que vous pourrez avoir ce son, donc allez-y le découvrir. Là, on arrive au dernier morceau de l'album. Pump, 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 pump. Un morceau pour partir en guerre, de nouveau. Ah oui, on finit l'album et on le finit... en train de vouloir casser des gueules. On va être gangster à ce moment-là. Mais c'est incroyable. Oh, le flow de Snoop. Mais c'est trop facile. Mais c'est fluide. Sa mère, c'est fluide. Non, j'ai trouvé ça incroyable. Bravo Snoop. La production de Dre. Mais tu veux partir en guerre avec ce son. Oh là là. Non. Il clôture très bien l'album avec ce son. C'est vraiment incroyable. Le flow de Snoop, comme je vous ai dit, c'est trop facile pour lui. C'est trop facile pour lui. Bref. Quel album. Quelle clôture d'album. Alors là, on est arrivé à la fin de l'album, ok, donc on a... Qu'est-ce qu'on peut en tirer de tout ça? Alors déjà que cet album, comme je vous ai dit, c'est un carton. Cet album a changé la face du rap. Il y a eu The Chronic avant, qui a déjà... qui a changé... Dre a changé l'univers du rap à ce moment-là, ok. Il a changé le son. Mais alors avec cet album... Mais des Fro à ce moment-là, c'est des sons et des albums de qualité. C'est tonton le son, il n'y a pas un truc de travers. Dre, il est très minutieux. C'est beau, c'est fluide, c'est travaillé, c'est des petits détails que Dre va chercher de ça, des samples travaillés à la perfection. Ah, quel travail de production! Que ce soit avec The Chronic ou Doggy Style, Dre a changé la face du rap à ce moment-là avec ses productions, avec la G-Funk, ok? Qui est là, il popularise la G-Funk. Très important, que ce soit avec The Chronic et ensuite avec Doggy Style qui tourne, ces deux albums se sont vendus, mais des millions et des millions, vous vous rendez pas compte. Quand je vais voir, même les gens en parler, c'est quelque chose d'incroyable. Snoop a ramené aussi quelque chose. Snoop a changé aussi la face du rap
d'être dans un gangsta rap calme, sans crier. Où il est là, il est nonchalant en fait. Snoop, il a une corpulence. On dirait pas un gangster en fait. Tu dis, mais ce gars, c'est vraiment un gangster? Oui, il fait partie d'un gang. Et en plus de ça, il dit des choses encore plus dures que que Ice Cube ou des Ice-T. Un flow nonchalant, il est là chalopé. Non, 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 non. Pour lui, c'est facile. Il est là, il est là, il danse avec le son, il danse avec ses rimes, avec son flow. Bien sûr que tu veux le suivre. Bien sûr que tu veux suivre sa musique, bien évidemment. C'est trop fort. Personne avant lui a fait ça. Et il ramène un peu cette culture de Long Beach en fait. Incroyable. Incroyable. Voilà, donc Snoop c'est ça. Les productions aussi de Dre, à noter il s'est beaucoup inspiré et a pris beaucoup de sons de George Clinton entre autres. Donc voilà, il n'y a pas eu que Dre qui a... Parce qu'on parle beaucoup de Dre, mais on n'a pas parlé de Daz Dillinger. Daz Dillinger qui d'ailleurs va se brouiller à un moment donné avec Dre, parce que effectivement Daz Dillinger ne va pas être crédité dans tous les sons malheureusement, alors qu'il aurait dit qu'il aurait travaillé sur des sons, etc. Donc Dash Is Neat, il me semble qu'il a quand même bossé un petit peu sur cette prod. Quoi dire de plus sur cet album là, que la pochette est incroyable, que les chiffres sont incroyables, que tout est incroyable, et qu'encore au jour d'aujourd'hui, tu l'écoutes et il n'y a rien qui est démodé. C'est pas démodé. Il a fait, il y a peu de temps, pour les 30 ans de Doggy Style, une tournée où il chante que des sons de Doggy Style. Est-ce que quelqu'un d'autre fait ça? Non, Snoop est le seul à le faire. Et franchement, waouh! Ça montre à quel point c'était un album incroyable. C'est un bijou. Du début à la fin, tu ne peux pas skipper. Tu ne peux pas skipper en fait. C'est un album incroyable. Voilà, messieurs, dames, pour cette vidéo, pour cet album. J'espère que les petites anecdotes que j'ai ramenées par-ci, par-là dans cette vidéo vous a fait apprendre quelque chose, que ça vous a donné aussi envie d'aller découvrir un petit peu Snoop Dogg d'avant. Parce que oui, maintenant, Snoop Dogg est devenu le tonton cool, où il vanne tout le monde. Il me fait tellement rire, là, il y a peu de temps, avec le single Houdini de Eminem, où il est là, où on lui demande, t'as vu le single de Houdini, Eminem, où il chante Abra, abracadabra, et il est là, de nouveau dans une nonchalance. C'est un personnage, Snoop, mais avant tout, c'est un putain de rappeur, et ça il ne faut pas l'oublier. Lyricalement, flow, tout ça, il est trop fort. Et surtout à cette période-là, trop fort. Donc voilà, moi j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, mes anecdotes que j'ai pu apporter, un peu le mini descriptif que j'ai pu faire sur l'album de Snoop Dogg. Donc voilà, donc je vous laisse ici. N'oubliez pas de vous abonner, de faire un petit commentaire, de mettre un petit pouce en l'air. Et puis on se dit à tout prochainement pour une nouvelle vidéo. Bisous!